Maintenant, on va voir comment écrire la partie discussion d'un article scientifique. Donc pour commencer, la discussion doit inclure un résumé des résultats principaux de l'étude. Et c'est comme cela qu'on va commencer la discussion. Donc par exemple, on peut dire notre papier présente 3 résultats principaux. Et ensuite, on détaille chacun de ces 3 résultats principaux. Donc c'est vraiment un résumé de ce que vous venez de présenter dans la partie résultats, mais vous soulignez quels sont les résultats les plus importants de votre papier. Et ensuite, vous allez discuter de chacun de ces résultats dans le contexte des études précédentes. Donc, vous allez expliquer quelles sont les similarités et les différences entre votre étude et vos résultats et d'autres études qui ont déjà été faites sur le même sujet. Et s'il y a des différences, comment est-ce que vous pouvez expliquer ces différences? Est-ce que vous avez utilisé une population qui était un petit peu différente, ou est-ce que vous avez utilisé des outils de mesure qui étaient légèrement différents, ou différentes méthodes d'analyse par exemple? Et ensuite, vous allez aussi discuter de la signification de votre résultat. Donc, pour chacun de vos résultats principaux, quelle est l'interprétation clinique et l'impact clinique de votre résultat? Et par exemple, quel est le modèle biologique sous-jacent qui a mené à obtenir ce résultat-là? Donc, on commence la discussion par discuter de chacun des résultats principaux. Donc voilà un exemple, donc c'est un article qui a été publié dans la revue JAMA Neurology, donc c'est un article qui a été fait sur les biomarqueurs dans la maladie d'Alzheimer. Et ce que l'on peut voir souligné en rouge ici, c'est le début de la discussion, et vous voyez que la discussion commence, la première phrase, nos résultats principaux étaient 1, et donc ils expliquent le premier résultat principal, et ensuite 2, et ils expliquent un deuxième résultat. Et après, dans le même paragraphe, ils essaient de faire un petit peu d'interprétation de ces 2 résultats principaux. La discussion doit également inclure les forces de l'étude. Donc, est-ce que, par exemple, votre étude était particulièrement bonne parce que vous aviez une grande taille d'échantillon, ou parce que vous avez utilisé des outils qui sont très bien validés, très reconnus, ou est-ce que vous avez utilisé une nouvelle méthode d'analyse qui n'a jamais été utilisée auparavant et qui est peut-être plus performante que les méthodes qui ont été utilisées dans les études précédentes? Mais également, il faut que vous souligniez les limites importantes de l'étude. Donc, c'est un point qui est très agaçant pour un reviewer quand on soumet un article à une revue. Et donc, les reviewers sont demandés de relire cet article. Et c'est quand les auteurs n'expliquent pas et ne discutent pas des limites de leur étude. Parce que toutes les études, de toute façon, ont des limites. Mais bien évidemment, il faut essayer de nuancer les limites de notre étude avec les forces. Donc, les limites principales que l'on retrouve habituellement dans une étude sont toujours du même style, et voilà donc quelques exemples de limites que vous pouvez rencontrer dans vos études. Donc premièrement, le risque de biais de sélection, par exemple si vous avez une petite taille d'échantillon ou si vous avez beaucoup de sorties d'études, donc de l'attrition pendant le suivi de votre étude, cela peut emmener à un biais de sélection, et vous pouvez discuter aussi de la généralisabilité de vos résultats par rapport à la population générale ou votre population cible. Il y a aussi très souvent un risque de biais de mesure, en particulier si on utilise des auto-échelles ou des mesures subjectives ou des données déclaratives. Donc vous pouvez également souligner ce type de limite dans votre discussion. Et aussi en particulier dans des études observationnelles, on doit aussi parler du risque de biais de confusion. Donc, est-ce qu'on a pris en compte dans nos analyses tous les facteurs de confusion potentiels, ou est-ce que peut-être il y a des choses qu'on n'a pas mesurées dans notre étude qui auraient pu changer nos résultats? Donc voilà, est-ce qu'il y a des risques de biais de confusion? Et donc à la fin de la discussion, il est quand même important de donner une conclusion. Donc finalement, on redonne encore une fois les résultats et on résume cette fois-ci les résultats dans le contexte des connaissances dans le champ et dans le contexte des forces et faiblesses spécifiques de votre étude.
C'est là aussi l'endroit de parler des implications pour la pratique clinique et de parler des perspectives de recherche pour de futures études. Est-ce que vous avez par exemple trouvé des résultats intéressants mais qui ne sont pas tout à fait confirmés par votre étude et donc il y aura besoin de les valider dans d'autres études. Et enfin, c'est bien de conclure par ce qu'on appelle un take-home message, donc c'est-à-dire un message court que tous les lecteurs vont retenir à la fin de votre article. Ici, on peut voir la partie sur les forces et les limites d'une étude qui a été publiée dans le BMJ. Donc cette étude a regardé l'influence du régime méditerranéen sur la longueur des télomères dans une étude de cohorte. Donc cette étude de cohorte s'appelait le Nurses Health Study. Donc la première chose à remarquer, c'est que dans cette revue, on a le droit de mettre des sous-titres dans la discussion. Donc on voit bien qu'il y a un sous-titre qui dit force et limites de l'étude. Donc ce n'est pas forcément le cas dans toutes les revues. Donc là aussi, il faudrait aller vérifier dans les instructions pour auteurs et dans d'autres articles qui ont été déjà publiés dans la revue que vous ciblez pour savoir comment on doit faire pour présenter le texte dans la discussion. Est-ce qu'on peut mettre des sous-titres ou est-ce qu'on met juste des paragraphes sans sous-titres? Donc si on regarde dans le détail ce paragraphe-là de cette étude, on voit qu'il commence avec une liste des forces de l'étude. Donc entre autres, les forces de cette étude sont qu'il y avait un grand nombre de participants et que leur population d'études était bien caractérisée, qu'ils ont évalué de manière détaillée les habitudes alimentaires ainsi que d'autres caractéristiques et qu'ils ont utilisé des outils validés pour faire cela. Mais bien évidemment, il y avait des limites dans leur étude. Et donc, la première limite qui souligne, c'était le fait que cette analyse, c'était une analyse transversale. Donc, c'est moins utile que si c'était une analyse faite dans une étude longitudinale. Donc, c'est la première limite qui est soulignée. Ensuite, il souligne le fait que même s'ils ont fait de l'ajustement pour de nombreuses covariables dans leurs analyses, il est possible qu'il manquait d'autres facteurs de confusion potentiels dans leurs analyses. Et ensuite, il parle d'une limite, c'est que peut-être leurs résultats ne sont pas forcément généralisables à toute la population aux États-Unis, puisque cette étude a été faite aux États-Unis, puisque la grande majorité des participants dans leur étude étaient d'origine européenne. Donc peut-être ces résultats-là ne sont pas généralisables à d'autres populations. À la fin, quand même, de cette partie sur les forces et limites de l'étude, il est important de noter qu'il y a une phrase qui commence par le mot « however », donc « mais ». Donc, puisqu'il vient de lister tout un nombre de limitations, et vous voyez que même si cette étude est publiée dans le BMJ, donc on peut supposer que c'est une étude quand même assez bien faite, ils n'ont pas manqué de lister toutes les limites de leur étude, mais par contre, ils finissent bien ce sous-chapitre-là en disant « mais quand même, on a confiance dans nos résultats à cause de telle et telle chose ». Donc vraiment, il faut nuancer les limites avec les forces de l'étude. Donc on a vu les éléments que l'on doit inclure dans les discussions. Par contre, ce que la discussion ne doit pas faire, c'est qu'il ne faut pas présenter de nouveaux résultats dans cette partie-là. Et il ne faut surtout pas ignorer ou cacher des résultats gênants. Donc des fois, on a des résultats un petit peu inattendus, des résultats qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais il ne faut vraiment pas chercher à cacher ces résultats-là. Ce n'est pas grave, si vraiment on ne peut pas expliquer ces résultats, ben, on peut le dire dans la discussion. Mais surtout, il ne faut pas essayer d'ignorer ces résultats-là. Et aussi un autre point important, qui est quelque chose qui peut agacer aussi des reviewers d'un article, c'est de surinterpréter les résultats. Donc de manière générale, on va préférer dire quelque chose comme nos résultats suggèrent ou nos résultats soutiennent telle et telle hypothèse, plutôt que ceci démontre que ou ceci donne la preuve que. Parce que là, c'est un petit peu fort. Dans une seule étude, on ne peut pas vraiment démontrer une hypothèse. On a vraiment juste des éléments pour soutenir une hypothèse ou pour suggérer quelque chose. Donc, il ne faut vraiment pas surinterpréter les résultats.